Alors, nous voulons parler du thème des caméras. Les caméras sont un standard, une norme dans beaucoup de processus industriels pour reconnaître les détails. Et il se pose la question de savoir comment l'utiliser dans l'industrie agricole. J'ai amené le système le plus répandu pour décharger le conducteur et pour devenir un peu plus indépendant de celui qui est sur le tracteur. J'ai invité des personnes qui peuvent me dire où sont les potentiels pour les systèmes de caméra, où sont les limites, et où est-ce que l'œil humain ne peut pas être remplacé. Je suis très content de recevoir des questions. Envoyez-nous les questions et nous essayons d'apporter des réponses ici dans le studio. Soyez les bienvenus dans le studio. Nous avons un entretien en direct. Nous avons le thème suivant. Est-ce que les caméras remplacent l'œil humain? J'ai 4 personnes que j'ai invitées dans le studio. Un grand merci pour discuter avec moi ce soir. J'aimerais bien commencer avec une idée d'introduction en Allemagne. Nous sommes en train d'avoir un nouveau gouvernement. Il y a le contrat de coalition qui vient d'être publié et là on mise sur des applications numériques et sur une technique d'application moderne pour éviter la dérive. Alors ça c'est intéressant en ce qui concerne le défi technique et ensuite ce sont les approches numériques. Alors où est-ce qu'on peut continuer d'éviter de développer les applications? Monsieur le docteur Vink, qui est cofondateur de Side Dimensions, j'ai appris que tu as grandi en dehors de l'agriculture, mais tu étais quand même en lien avec la manière de créer des denrées alimentaires. Tu as fait une thèse en herbologie. Et ensuite, monsieur le docteur Bernhard Bauer de HIS Triesdorf, c'est une université qui est à proximité de la société de Horsch. Nous avons une collaboration très intense. Tu es responsable pour la culture des plantes, pour la protection des plantes et je crois que tu essayes aussi d'intégrer l'approche pratique. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer les solutions que nous avons trouvées sur le champ et dans le champ? Et je souhaite la bienvenue à monsieur le docteur Jens König de la société Bosch, qui est responsable pour l'agriculture intelligente. Tu n'es pas agriculteur, mais physicien, et tu t'es penché sur le thème de l'optique et des lasers. Et je crois que ça, c'est intéressant, c'est une approche intéressante. Et ensuite, je crois qu'une personne qu'on n'a pas besoin de présenter, tu as participé déjà à plusieurs discussions ici. Alors, j'aimerais bien te poser une première question, Bernard. Où est-ce qu'il y a des potentiels d'économie dans le phytosanitaire? Si on pense au système de caméras, on peut
des herbicides au sol et ensuite il y a des produits qui nous permettent d'économiser, par exemple, et on peut lutter contre les herbes, comme par exemple le liseron des champs ou des mauvaises herbes avec lesquelles on a toujours un problème. On a déjà la possibilité de procéder à une reconnaissance des problèmes grâce aux caméras qui nous permettent de procéder à une substitution, un remplacement des herbicides. Et dans le cas des fongicides, c'est beaucoup plus facile de reconnaître les symptômes, mais là, il faut bien sûr des fongicides curatifs pour arrêter l'élargissement de ces mauvaises herbes ou des problèmes. Alors, sur le plan technique, y a-t-il des potentiels pour une réduction des produits phytosanitaires? Alors, nous voulons déjà réduire la dérive et ceci, nous avons donc nous sommes arrivés à le faire grâce à une donc il faut très précisément diriger les tringles et si on pense aux caméras, ça aussi c'est très important pour les triangles. Et donc là maintenant, on arrive à un point de pertinence et là il faut voir quelle est la taille de cette tâche. Où est-ce qu'on veut appliquer le produit? Et dans la pratique, quel est le point d'application minimal? Et j'aimerais bien savoir s'il est intéressant si on parle d'un pulvérisateur avec donc la largeur minimale est de 60 cm et je dirais le système pour le buse c'est 30 à 40, donc 60 sur 40 c'est je dirais le point minimal. La longueur ne change pas, on arrive à 40-50 cm, mais en ce qui concerne la largeur, on arrive à 30 jusqu'à 40 cm. Et je crois que ça, c'est une base très importante qui peut être mise en rapport aux mauvaises herbes, c'est-à-dire quelle est la distance entre les différentes plantes de mauvaises herbes. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens si on a une distance entre les mauvaises herbes de 40 cm. Sinon, ce procédé n'est pas sensé. Et je crois que ça, il faut voir dans quelle culture on a justement ces conditions, c'est-à-dire des mauvaises herbes à des distances de 40, 30, 40 cm. En 2019, tu as fondé la société Same Dimension avec une bourse, comme tu as dit, et à l'époque, tu avais certainement une vision. Et quelle est donc la vision à l'époque et quelle est la situation aujourd'hui? C'est une approche très intéressante. Lorsque, en 2019, on avait commencé, grâce à une bourse, de faire des premiers essais avec une nouvelle technique de caméra, on avait la vision qui venait de ma thèse
déjà à l'époque, on travaillait avec des cultures en rang et on avait des approches d'apprentissage des machines. Ensuite, on est parti de l'idée qu'il faut reconnaître des mauvaises herbes avec une très haute résolution, c'est-à-dire nous avons misé sur cette résolution de 3 millimètres pour identifier les plantes et surtout euh, on, on savait qu'il y a 24 à 48 heures qui passent avant que les résultats arrivent dans le pulvérisateur. Et nous avons vu qu'il y a un fort euh, potentiel d'économie avec le nouveau système de buse et il s'est développé. Nous avons vu que le potentiel est beaucoup plus élevé. En ce qui concerne les betteraves, par exemple, dans le cas de K1, nous avons très souvent une forte densité de mauvaises herbes et là, on a dit il faut une pulvérisation de la surface. Ça n'aurait aucun sens de faire, par exemple, et donc, avec une distance de buse entre 30 à 40 cm, on a un potentiel d'économie de 60, 70, parfois même 80, 90%. Et ça dépend du site. Nous n'avons pas pris en considération qu'un seul site, mais nous avons partout en Allemagne et en République tchèque regardé différentes exploitations agricoles pour voir ce phénomène. Et puisque une question pour Bosch, alors on s'est dit qu'en est-il des différentes conditions de lumière, de sol et de paillis. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas se limiter sur une seule norme, mais de faire des expériences dans des sites différents pour avoir une base aussi large que possible, je suppose. Voilà, le collègue a déjà dit Bosch, la technique pour la vie. Je crois que c'était votre point de départ parce que tu t'es penché également sur le thème de l'agriculture. Alors, Bosch cherche toujours de nouveaux champs d'affaires et où on peut appliquer de nouvelles technologies et on est tombé sur le thème de l'agriculture avec une technique basée sur des caméras qui est utilisée dans la technique automotive pour la conduite automatique, etc. Donc, nous avons une certaine expérience et inversement, nous voyons qu'il y a également du potentiel dans l'agriculture, surtout en ce qui concerne l'application des herbicides. Là, nous voulions fournir une contribution. Comme nous y connaissons pas bien dans le domaine de l'agriculture, parce que nous sommes une entreprise industrielle. Nous avons collaboré dès le départ avec une entreprise Xaview et donc qui a des expertises en ce qui concerne les produits, les techniques d'application, mais c'est une entreprise également qui a un contact avec l'agriculture grâce à l'équipe BASF. J'aimerais bien revenir sur ce thème tout de suite en ce qui concerne les champs et donc des points d'application. On a fait pendant plusieurs années. Alors, comme tu dis, c'est 50 sur 50 cm et nous avons très peu
de champs où nous n'avons pas un potentiel d'économie de 10 à 15%. Euh, il y a un champ où il y avait justement, on avait mis du purin et là il y avait énormément de mauvaises herbes. Il y avait plus de mauvaises herbes que du maïs, mais normalement on est à 20%, je dirais plutôt entre 50 à 70%. Et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire un printemps sec, et là on avait un potentiel d'économie de 70 à 90%. Bon, ça dépend du champ, mais il n'y a pas une approche qui soit bonne pour toutes les cultures et tous les champs, mais il y a donc une moyenne de 50% est une bonne hypothèse de départ. Alors, on peut certainement parler d'un potentiel d'économie de plus de 50%. Nous l'avons vu pendant les 2-3 dernières années. Et j'ai trouvé remarquable, avec ce contexte scientifique, je viens de l'herbologie. Pendant les 3 dernières années, il y avait plusieurs entreprises qui ont appliqué des approches complètement différentes. Mais toutes ces entreprises ont commencé à faire des cartographies à haute résolution des champs. C'est-à-dire, il y a et dans la science et dans la pratique, nous avons complètement sous-estimé le potentiel d'économie. Et ce qui est intéressant, ces chiffres se recouvrent. Que l'on applique le système de sol ou si on prend des prises dans l'air. Ça, c'est quelque chose à souligner. Il y a donc nous avons une caméra à haute résolution et puis on travaille avec un centre informatique et Bosch fait cela en ligne, c'est-à-dire vous avez des pulvérisateurs à des distances d'1 mètre, 1,50 m et là, vous avez les buses qui sont dirigées. Alors, on a dit un potentiel d'économie de 50% et plus. Et après, j'aimerais bien savoir dans quelle culture avez-vous fait ces expériences. On travaille uniquement dans des cultures pures, maïs, betterave, en Amérique également le soja, le coton, et on fait des essais pour le tournesol et le colza, légumineuses, des féveroles, etc. Donc, c'est ça ce qu'on a fait pendant ces derniers temps. Alors, c'est la même approche. Et alors, nous avons vu qu'il s'agit d'un entraînement des algorithmes. Et bien sûr, ce processus d'apprentissage est long, mais c'est bien de continuer sur cette voie. Et il y a donc des applications assez simples, une reconnaissance entre la couleur verte et entre le brun et le vert, et par exemple les résidus de paille, etc. Vert, brun. Vert, brun, ça c'est certainement un thème intéressant, mais est-ce que tu pourrais expliquer de quoi il s'agit? Ça, c'est assez intéressant. Pour nous, il y a une notion qui s'est établie parce que chez nous, la reconnaissance et l'annotation est la même. Et donc, il est
Alors, il est beaucoup plus facile de reconnaître toutes les végétations sur brun. Alors, tout ce qui est végétation sur sol, mais vert en vert, là, c'est un défi de faire la distinction entre la plante de culture et les mauvaises herbes. Et parfois, s'il y a un enchevêtrement des feuilles, ça c'est déjà le pas suivant. Et là, on est dans ce qu'on appelle vert dans le vert. On passe après à la distinction entre, ça c'est notre objectif, on veut faire la distinction entre les herbes et les cultures pour développer une stratégie d'adaptation. Parce que ça c'est juste une question de compréhension. Vous avez parlé d'une haute résolution. Est-ce qu'on peut spécifier qu'est-ce que ça veut dire la haute résolution et c'est sans quelle vitesse? Alors, nous avons nos caméras reconnaissent des plantes avec des millimètres, c'est-à-dire la taille d'un grain de riz. Alors, chacun peut le faire. Alors, si vous dépassez avec un vélo, mais ça, c'est justement le défi. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et très souvent, c'est trop bon, c'est trop détaillé. Alors, nous avons vu qu'il n'est pas censé de reconnaître tout. Nous avons des drones et l'agriculteur a déjà été sur site. Il sait qu'il a rempli sa trémie et il est déjà clair qu'il va appliquer de l'eau. Et là, c'est une question de stratégie. Et notre partenaire BASF Xabio et là, nous sommes en train de réduire notre meilleure résolution. Et là, on se demande quel est le bénéfice. Parce que si le maïs a poussé déjà et si j'ai une plante qui sera être repoussée de toute façon parce que cette plante n'a que la taille d'un grain de riz. Alors ça, c'est à peu près clair. On a fait plus de 15 000 essais et nous avons donc, il faut savoir ce qui fait sens, quelle est la taille. Et donc, où je peux mener des réflexions par rapport à la question de savoir quel est le moyen à appliquer. Ça, c'est la première différence. Il y a une deuxième différence qui s'ajoute à cela. Nous avons commencé avec une résolution d'1 millimètre et si c'est calculé, c'est 0,8. Et si nous regardons cela, on se rend compte qu'on voit tous les détails. Nous avons commencé avec cette haute résolution parce qu'on s'est dit on ne fait que commencer, on peut réduire, on peut modéliser une pire résolution. L'objectif était de développer un système de caméras qui puisse travailler, qui puisse faire une cartographie avec une résolution de 2 millimètres et 40 hectares en l'espace d'une heure. Et donc, pour cette application, j'ai conçu un système de caméras. Et en ce moment, s'il s'agit vraiment de la cartographie, on s'est dit on va
pas travailler avec un détail d'1 millimètre, mais de 5 millimètres. Bernard, déjà, pour la culture, ce sont des informations intéressantes. C'est intéressant de savoir ce qui est faisable sur le plan technique. Et d'un côté, on a déjà posé la question de savoir quelle est notre tolérance et quelle est la stratégie. Est-ce que je fais quelques prises? Bon, ça dépend de ce que je veux faire. Est-ce que je veux lutter contre les chauves ou est-ce que c'est certainement une chose tout à fait intéressante. Si je veux faire cela dans une plante de culture, c'est très différent. Si j'ai des légumineuses, des pois ou des lupins, là, c'est beaucoup plus délicat. Si j'ai par exemple le colza, il faut dire qu'on peut accepter quelques mauvaises herbes. Ce serait bien, par contre, de pouvoir définir des mauvaises herbes problématiques, mais je crois que ça relève encore de l'avenir. Donc là, il faut se poser la question de savoir si on peut faire la différence entre les monodicotylédones et les didicotylédones. Et là, il faut savoir comment appliquer les herbicides au sol, bien que dans la gestion des herbicides représente un facteur important. Sinon, je pense qu'on peut penser à l'application dans les cultures où il faut une application répétée d'herbicides. Et donc là, j'ai réduit des cultures. Là se réduit le nombre de cultures. Et ce sont quelles cultures dont tu parles? Par exemple, c'est bien sûr la betterave. Et bien sûr, si on a une application appliquée, on peut tout d'abord faire un traitement de la surface et après, on peut également avoir des produits qui ont un effet sur la feuille. Et là, il y a un potentiel d'économie de produits phytosanitaires beaucoup plus important. Avec méthamétrone, par exemple, on a donc un moyen, et je pense il y a un maïs où nous pouvons avoir donc un progrès. D'un côté, vous avez les produits qui ont un effet sur le sol. Les agriculteurs les aiment bien pour une raison très simple. Il n'y a pas d'effet négatif sur la plante de culture. Et il y a aussi un avantage. C'est problématique par rapport à la nappe phréatique. On arrive à trouver le métabolite dans la nappe phréatique, et si on regarde les herbicides sur les feuilles, on peut vraiment les réduire, mais là, il y a quand même un certain danger de résistance. Et en même temps, parfois, il y a un potentiel d'endommager la plante de culture. Alors, il faut savoir quels sont les avantages des deux mondes. D'un côté, vous avez peut-être d'un côté la pulvérisation de la bande, et entre les bandes, on pourrait donc diriger les différentes buses.
Ça, c'est intéressant. Il y a deux choses qui ressortent de façon très claire et nette. D'un côté, il faut un savoir-faire agricole et deuxième point, nous devrons combiner deux procédés différents ou différents procédés. Alors, appliquer les herbicides uniquement sur un spot n'est pas suffisant. Alors, tu as parlé du thème de la résistance. Une pulvérisation localisée. Alors, dans le cas d'herbicides, on m'a dit il faut mettre tout ou rien. Mais dans le cas de la pulvérisation localisée, on ne traite les mauvaises herbes qu'au bord. Bien sûr, il y a aussi une répartition. Il y a donc toujours un cône de la buse et si les mauvaises herbes n'ont que la moitié de la dose, quel est le danger des résistances? Alors, ça, c'est une question multiple, mais je crois qu'il ne faut pas le réduire à une seule culture. Ça fonctionne avec certaines pures cultures et si j'ai une culture de surface et si je fais une gestion de surface, là, il faut voir. Alors, si c'est utilisé avec le blé, je peux compenser ce danger de résistance. Cela confirme un peu le savoir-faire agronome, la nécessité de ce savoir-faire. Et justement, dans le cas de la pulvérisation localisée, il faut lutter contre certaines mauvaises herbes et on peut accepter certaines mauvaises herbes. Et grâce à certaines rotations de culture, on peut éviter le danger de la résistance. Alors, si on a donc il faut une certaine localisation et là, il faut une certaine gestion d'herbicides. Alors, nous avons vu qu'il n'est pas suffisant d'appliquer une pulvérisation localisée. Il faut changer le programme. Et si je passe chaque année, j'ai bien sûr des données qui me proviennent chaque année. Où est-ce que j'ai quelle mauvaise herbe chaque année? Et c'est rien que cette base de données qui va m'aider. Alors, ce n'est pas quelque chose de statique, mais il faudra peut-être tout changer également. Et alors, on commence avec les programmes. Alors, voilà, donc on continue donc avec cette question. Donc il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait du spot spraying, on ne peut pas oublier les données. Donc si on dit que là, je fais du spot spraying, donc de la pulvérisation localisée, il faut aussi comprendre les conséquences. Donc, ça veut dire que sur d'autres bandes, il faut aussi appliquer donc des produits. Donc, c'est une chose qu'on oublie souvent, qu'il faut aussi donc bien connaître les données pour savoir. Voilà, ou il faut peut-être changer de programme ou d'application. Et donc, Robin et ses collègues, ils ont déjà dit que on peut pas. Donc, il faut donc attaquer les mauvaises herbes problématiques.
ça, lorsque dans quelques cas, il y a des clients qui font des machines avec 2 lignes d'application, une pour une application plat, donc superficie, une pour une application localisée. Et là, ça serait bien donc de pouvoir réduire ce seuil si on détecte une mauvaise herbe problématique, mais on n'en est pas encore là. Donc maintenant, l'agriculteur doit encore entrer ces données de manière manuelle. Il doit dire que là, dans ce bout de champ, il y a donc un problème. Et il faut donc, pour pouvoir le prendre en compte, entrer cela de manière manuelle. On a une question de notre public en ce qui concerne les caméras. Quelles technologies caméras sont utilisées? Les caméras spectrales, multispectrales, de couleur, quelles caméras sont utilisées? On utilise des caméras RGB classiques, donc on aimerait bien avoir des caméras infrarouges, mais comparé à donc, des processus en ligne, on est plus loin, donc on a besoin pour avoir cette résolution, on a besoin donc des caméras RGB. C'est pas grave parce que si on utilise des algorithmes classiques, c'est un peu plus grave, mais maintenant, avec la caméra RGB, ça marche assez bien. On ne veut plus renoncer à ces 3 canaux. Et donc, c'était la raison pour laquelle on a commencé à utiliser cette technologie RGB, parce qu'on peut avoir des puces pas chères. Nous aussi, on utilise des technologies moins chères, donc technologie de puces, mais on utilise sur 2 longueurs d'onde pour bien pouvoir donc distinguer le vert des autres couleurs. C'est la chose la plus importante pour voilà, avoir cette courbe qui peut détecter donc le vert vivant. On utilise cela dans nos caméras. Et donc, infrarouge, c'est important d'avoir une bonne lumière. C'est même plus grand que la caméra parce que beaucoup de lumière aide vraiment à bien détecter donc, les couleurs nécessaires. Et donc, on utilise aussi des LED sur ces 2 longueurs d'onde. La détection du brun et du vert, c'est pas nouveau ça. Donc ça existe depuis des années en fait, des décennies même. Est-ce que vous donc dans les régions sèches, vous utilisez quoi? Donc est-ce que vous voyez une différence à vos technologies? Donc ça, c'est une application très simple. Donc, d'un point de vue technique, distinguer entre le vert et le brun, c'est vraiment très, très facile, très simple. Ce qui est plus difficile, c'est vraiment de détecter aussi les mauvaises herbes au milieu du maïs ou de la betterave. Ça, c'est vraiment plus difficile. Donc, je crois que... Est-ce que ça marche aussi avec, Voilà. un Apple, Donc, un Mac? pour... Non, F5 marche pas. Écoute, je vais refaire ça, je vais recharger. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, Théo, comment vous le faites chez vous? Ça m'intéresserait vraiment. Nous, on voit vraiment un changement. Il n'y a pas... donc, la situation s'est changée. Autrefois, on était sur le champ, on a fait des cartes, on l'a appliqué et c'était tout. Mais maintenant, nous, on veut vraiment faire en sorte que, donc c'était important pendant le développement des prototypes,
on a vu qu'il y a un changement de l'approche. Donc, beaucoup d'agriculteurs disent qu'ils veulent peut-être aussi utiliser, donc faire du ratissage. Donc, lorsqu'ils ont les informations nécessaires, ils peuvent aussi donc traiter les problèmes de manière mécanique. Donc, pour nous, on a dit que lorsqu'on peut utiliser plusieurs stratégies, ces cartographies font du sens également. Donc, je crois que vous travaillez dans le même sens. Oui, exactement. C'est donc l'approche modulaire. Nous aussi, d'un point de vue mécanique, désherbage mécanique, là, on offre beaucoup. Et on peut utiliser des drones aussi pour pouvoir choisir la bonne méthode. Donc, je crois que oui, c'est le même système, approche modulaire. Oui, on peut utiliser ça aussi pour les mauvaises herbes qu'on trouve partout dans le champ. Donc, il y a des mauvaises herbes. Donc, lorsqu'on veut faire du désherbage, par exemple, dans la culture du maïs, on ne peut pas faire cela avec la méthode classique, parce que le maïs a déjà une certaine hauteur. On ne peut plus voir ce qui se trouve entre les rangs lorsque les plantes sont déjà hautes. Donc, lorsqu'on a donc une rotation de culture avec des betteraves ou des légumineuses, on peut donc faire ça. Donc, on me dit, moi aussi, les chardons, ça marche aussi. Donc, voilà, on peut faire des cartographies, après on peut les enlever. Oui, c'est une bonne application future aussi pour ce système, parce que ça ne fait pas vraiment une différence si donc, quand j'utilise le drone, je peux faire ça une semaine plus tôt ou une heure plus tôt, mais c'est quand même, voilà. Donc, on a plus de flexibilité si on utilise les drones. On a donc, voilà, une plus grande flexibilité. Pour les drones, oui, c'est vrai que ça peut se faire de manière automatisée, donc partiellement automatisée. Est-ce que c'est une idée réaliste? Oui, chez nous aussi, on trouve de plus en plus de vidéos sur YouTube, etc., où on voit donc les robots qui sont présentés par tous les producteurs, et nous aussi, on a donc la prochaine étape, ce sont les robots, les drones. On est déjà on a bien avancé. Avec RTK, on a déjà une très bonne précision. Parfois, la dérive est aussi donc corrigée. Parfois, l'utilisateur du drone va faire des petites corrections, mais sinon, ça marche bien. Ça fonctionne de manière autonome déjà. Comme Michael Horsch l'a aussi présenté, lorsqu'il a présenté ses machines, les sémeuses, c'est donc un outil autonome. Lorsqu'on prend des photos, c'est bien d'avoir juste la bonne quantité d'images. Et donc, ce processus est donc automatisé de plus en plus. En 2017, on a déjà fait des tests avec la télécom. Et là, on a donc utilisé les drones. Là, on ne pouvait pas les voir. Ils coûtent encore cher, mais maintenant, avec la nouvelle directive européenne sur les drones, on a au moins une réglementation. Quels risques faut-il évaluer pour pouvoir les utiliser? Ce n'est pas encore donc applicable pour l'agriculture, mais on coopère avec plusieurs entreprises. C'est
toujours test, donc les phases de test, mais on voit que le drone, lorsqu'il peut voler de manière autonome, devient vraiment intéressant. Donc, sans que l'agriculteur ne doit plus observer le drone. Donc c'est là où le drone devient intéressant pour nous. Donc aujourd'hui, on parle on se pose la question si le drone peut remplacer l'œil humain, mais nous, on pense plutôt que c'est tout d'abord la décision qui doit être prise par l'agriculteur. Il est sur le champ, il regarde le champ et après, lorsqu'il regarde donc les images du drone, il peut comparer cela, il peut ajuster donc sa décision. Et c'est donc, pour nous, l'automatisation fait partie du drone, mais ce n'est pas un remplacement pour l'œil humain. Et tout ce qui est donc conditions cadres techniques, lorsqu'on parle des cartes d'application de haute résolution, combien de données est-ce que donc sont créées parce qu'il faut pouvoir les traiter dans les systèmes. Là, on est à donc tout d'abord il faut s'occuper de la calculation. Donc maintenant, on parle de 20 gigabytes par hectare. C'est encore difficile de les transférer en téléphonie mobile, mais donc on a décidé d'utiliser des clouds. Mais on a aussi quelques exploitations qui utilisent du fibre de verre. Donc voilà, normalement, les clouds ne sont pas vraiment limités. L'Isobus est aussi intéressant. Là, on a déjà donc, une bonne collaboration, des développements avec vous, et là, on avance pas à pas. On peut utiliser, donc traiter cette résolution, mais il faut se poser la question, donc quelle quantité de données peut être traitée par le terminal. Maintenant, on est donc moins de 100 hectares. Donc, les données, chaque format de données peut être envoyé. On peut aussi changer donc les spots. On peut donc envoyer des très petites zones au système. Merci. Et tout ce qui est donc données, on a le même problème chez nous. Donc après une longue journée de travail, chaque caméra collecte 1 terabyte de données par jour. On ne peut pas les sauvegarder si on a une longue, avec donc plusieurs machines. Évidemment, ce n'est pas possible de les télécharger. Donc, les données doivent être réduites pour qu'on n'ait que les données importantes, les données sur les mauvaises herbes, les cartes d'application, de pulvérisation qu'il faut télécharger après. Même avec ces données-là, on parle de 100 mégabytes plus ou moins. Donc, avec notre résolution, évidemment, 100 mégaoctets, pardon. Et donc là, je peut utiliser ces données pour prendre des décisions. Voilà ce qui je trouve intéressant aussi. Ce que je trouve intéressant, si on utilise des drones et après on envoie les données à l'agriculteur, on peut dire voilà quelle quantité est-ce que je dois utiliser, donc appliquer pour bien pouvoir couvrir ces spots problématiques. Donc là, est-ce qu'il y a des outils de décision? Est-ce qu'il y a des processus en ligne où moi, en tant qu'agriculteur, je dois aussi y jeter un coup d'œil pour pouvoir évaluer donc quelle quantité il me faut? Oui, absolument. L'agriculteur doit vraiment
regarder et observer le champ lui-même. Il peut aussi utiliser une application sur son portable, donc il peut prendre des photos et les envoyer au système, mais on peut aussi le faire donc de manière manuelle, donc entrer les données et après on peut aussi ajouter des données sur le sol, des échantillons de sol par exemple. Et donc après, il y a des recommandations, quels produits sont idéal pour cette situation. Normalement, les agriculteurs ont déjà commandé les produits en automne, donc normalement, il va utiliser les produits qui sont déjà en stock, donc peut-être qu'il n'est pas vraiment tellement flexible. Mais là, j'ai une question. Je trouve ça tellement intéressant. Donc là, on peut aussi entrer des données détaillées. Lorsque nous regardons les cartes, on voit souvent que, notamment sur le bout de champ, qu'il y a donc de mauvaises herbes différentes et aussi une répartition différente des herbes, des mauvaises herbes. Est-ce que vous utilisez des données historiques ou aussi d'autres cartes? Est-ce que vous les utilisez pour faire des recommandations? Nous, on fait donc on utilise partout la même résolution, la même haute résolution. Pour l'évaluation, donc on espère que l'agriculteur connaît bien son champ, soit qu'il prend des photos ou qu'il remarque s'il y a des changements. Mais tout ce qui est carte de répartition des mauvaises herbes, on voit aussi où on trouve de l'eau, où on trouve des données topographiques qui sont aussi souvent visibles dans les cartes de mauvaises herbes. Donc lorsqu'on a une caméra comme ça, donc je peux prendre des images, donc collecter des images et après je choisis les produits. Et après, donc, ça serait mieux de ne pas commander les produits en avance. Ça serait bien de pouvoir acheter les produits de manière plus flexible, à court terme. Parce que si on ne fait pas cela, ça se contredit, non? Donc, pour pouvoir être plus précis, il fallait peut-être aussi changer les chaînes d'approvisionnement. Et si j'ai un autre procédé, je sais où je dois commencer. Je sais peut-être que j'ai besoin de 2000 tonnes de produits. Donc, est-ce qu'il y a des modèles de pronostic pour pouvoir évaluer les quantités, de quelle quantité j'ai besoin? Ça serait bien de le savoir, oui, évidemment. Je crois aussi que les collègues ont déjà eu cette idée, donc il nous faut un peu de temps. Et deuxièmement, il y a vraiment un pronostic. Si j'ai donc entré assez de données, je peux faire un pronostic. Et normalement, c'est basé sur les données météorologiques. Donc, je peux prévoir déjà le développement de la population des mauvaises herbes basée sur ces données météorologiques et aussi sur les données de fertilisation. Mais je devrais aussi demander à mes collègues comment ils le font exactement. Ça, oui, ça, on va encore, pour revenir à ce que tu viens de dire, pour calculer les produits, les quantités de produits, peu importe. Donc, s'il y a des produits qui restent donc, dans le trémoire dont on n'a pas besoin, c'est difficile, c'est problématique. Ça serait bien de ne pas avoir de résidus. Mais je crois, lors de l'Agritechnica en 2017, je crois, Bosch a donc présenté un système de caméra à l'intelligence artificielle et le système a détecté très vite de quelle mauvaise herbe il s'agissait. Il y avait 4
ligne de dosage et il a même trouvé donc la vanne correcte pour pouvoir appliquer la bonne quantité. Et je crois que là, non, on était trop tard. On était trop tard. Mais après, cela n'a pas été publié. Donc, je crois que vous faites qu'une détection brun-vert avec une détection des rangs. Et donc, est-ce qu'on est très loin de ce modèle de 2017? Oui, en 2017, c'est vrai. Donc, on a défini des objectifs pour peut-être 2030. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut. Ça serait bien de pouvoir injecter 4 produits en même temps, mais on n'a pas encore trouvé de producteurs qui le feraient pour nous. Mais ça serait bien de l'avoir. Mais il faut le dire aussi, franchement, je trouve qu'il faut commencer donc lentement et après s'améliorer. C'est une nouvelle technologie. Les agriculteurs doivent comprendre le système, doivent vouloir l'utiliser. Donc, si c'est trop compliqué dès le début, je crois qu'il y aura une grande résistance. C'est pas bien de commencer avec un produit trop compliqué. Donc, je crois, donc à long terme, on a les mêmes objectifs, mais c'est quand même un objectif, voilà, à l'avenir. À court terme, on a un peu plus que la détection brun-vert et de rang. C'est un peu plus complexe, mais donc il y a, c'est vrai, une détection générique du brun, du vert, des rangs. Et après, on a aussi donc les mauvaises herbes spéciales qui sont notamment problématiques dans les cultures différentes. Là, donc, les collègues nous ont donné une liste des mauvaises herbes qu'il faut pouvoir détecter. Et tout ce qui est Europe, le blé, l'orge, donc tout cela, c'est aussi nécessaire, évidemment. Ça reste à faire, mais c'est un peu plus difficile. Pour cela, d'un point de vue technologique, il faut s'y approcher lentement. On va encore avoir besoin d'un peu de temps. Mais avant, on va peut-être se pencher sur les plantes cultures parce que les herbes, c'est peut-être encore plus difficile d'un point de vue donc d'algorithme. Oui, je crois qu'on peut le faire. On a déjà commencé avec donc plusieurs herbes, mais ce n'est pas facile parce que là, il faut pouvoir détecter le vulpin des champs très très tôt. Et donc là, il faut pouvoir sauvegarder les données. Il faut aussi combiner cela avec des drones pour pouvoir réduire les lits de semences. Mais ça, c'est vraiment on est là tout au début de la recherche. Quel est le défi de générer les images? Donc, lorsqu'on parle des mauvaises herbes, quels sont les défis là de votre point de vue? Je suis dans une position plutôt neutre. Je ne dois pas vendre un système caméra. Donc, ça fait 2 ans que nous sommes penchés sur les systèmes caméra. Ou est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser? Donc, on est encore dans une phase de prototype. Mais cette année, on voulait donc pouvoir différencier les betteraves des mauvaises herbes. Donc tout ce qui n'est pas betterave doit être appliqué, donc doit être traité. Donc on a pris plusieurs images et ce n'était pas vraiment. Le problème n'était pas
d'avoir ces images, de prendre l'image. Ce qui était difficile, c'était que quelqu'un, donc un être humain, doit définir si c'est une betterave ou pas. Et ça, c'est du travail manuel. Donc on peut l'automatiser un petit peu, mais il y a beaucoup de tâches manuelles. Et donc ce n'est pas suffisant d'avoir 100 ou 1000 images, il faut avoir 1000, 5000 ou plus, 100 000 images ou plus, dans toutes les conditions possibles, conditions de lumière, plusieurs conditions de lumière, les ombrages et tout ça. Il faut prendre tout cela en compte. En plus, toutes les phases de croissance, donc c'est un effort énorme qu'il faut faire donc en tant que préparation. On a aussi, voulait aussi différencier les chardons et, et c'est plutôt facile parce qu'ils sont visibles. On a pu détecter à peu près 50%. Donc le système a pu détecter la moitié. On peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je crois que ce n'est pas encore assez pour l'introduire sur le marché, mais ce n'est pas rien. Donc ça vaut le coup de continuer avec cette recherche. Donc les conditions de lumière sont très importantes. Donc, je crois que vous aussi, vous le savez déjà, ça fait une différence d'où vient la lumière ou comment, donc à quel moment on prend les photos. Donc, toutes ces conditions doivent être Alors, il faut montrer tous ces détails. Donc, cela m'intéresse de savoir si c'est possible de classifier toutes les mauvaises herbes dans toutes les phases de croissance. Alors, tu vois dans quelle mesure c'est difficile pour mon équipe pour rendre cela possible. Mais en réalité, c'est possible même si c'est très difficile. Bien sûr, il est très difficile d'identifier les différentes espèces de mauvaises herbes. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas la possibilité de proposer cela aux clients. Il faut collecter des données et faire des images pour... bon, un taux de réussite de 50% n'est pas acceptable. Alors, nous avons vraiment un taux de succès qui doit dépasser les 90%. Et même avec une application uniforme, il y a encore des problèmes, des erreurs, il y a des enchevêtrements des différentes feuilles. Alors, notre objectif est justement d'améliorer cette reconnaissance. Ce sont des défis, mais au fur et à mesure, on va y arriver pour améliorer la précision. Mais nous mettons encore du temps jusqu'à pouvoir le vendre. Et justement, bon, quel est le travail qu'on peut investir dans ce procédé? Et justement, là, on peut justement combiner la pulvérisation en surface et la pulvérisation en bande. Mais ça vaut quand même la peine. Ça vaut la peine quand même. Alors, même si nous parlons des coûts et des bénéfices, même dans les cultures pures, nous avons un potentiel d'économie de 50%, de 50 à 70%, et je peux économiser 160 € d'herbicide. Là, je peux me permettre d'acheter un système de buse ou de pulvérisateur qui coûte un peu plus cher.
Bien sûr, on aura un retour sur l'investissement entre 2 et 4 ans. Alors, les coûts, nous avons parlé euh, des investissements premiers dans l'achat, mais quels sont les coûts permanents? Avec Xabio, nous avons un soutien technique. Nous pensons que alors c'est très difficile de proposer un tel système à quelqu'un qui n'a pas un expert comme Bernard. Il y a trop d'erreurs et ça va mener à des déceptions. Et avec une technologie avec beaucoup d'erreurs, on peut ruiner le marché. Mais alors, nous proposons un service, soit sur la base d'hectares, je paye quelques euros par hectare, ou bien les économies obtenues, sont la base de paiement du consultant, par exemple. On va voir qui va payer quoi. On a peut-être même un choix. Soit j'ai moins de risques ou bien je paye un prix fixe. Les deux possibilités, les deux sont possibles. Ça dépend aussi de la superficie et des cultures. Ce sont les mêmes réflexions et je crois qu'il y aura un modèle de prix qui se développera. Nous, on préfère participer à l'économie. Nous, on gagne quelque chose et l'agriculteur gagne quelque chose. Je trouve que c'est un modèle tout à fait juste. Alors, on peut économiser beaucoup plus pour les betteraves que dans le cas du blé, parce que les coûts qu'il peut réduire sont moindres, mais c'est aussi le matériel qui est important. Là, par exemple, on a dit que les drones peuvent être utilisés pour toutes les cartographies pendant toute la saison. C'est-à-dire l'agriculteur a donc la possibilité de faire des économies dans le domaine des herbicides et justement il y a aussi des possibilités d'optimisation. En ce moment, nous voyons cela dans la filière du logiciel où on travaille sur la base d'abonnements. Si on a besoin de cela uniquement pendant une semaine, je vais payer une semaine, sinon pendant un an, je paye un an. Et les agriculteurs sont habitués à acheter les choses une fois. Et bien sûr, on pourrait proposer un drone et après un an, l'agriculteur va appeler en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec l'algorithme. Ça n'a aucun sens si je ne continue pas à travailler avec le logiciel. Et ça, c'est un avantage pour l'agriculteur. Il sait qu'il va payer uniquement s'il a un avantage. Et même si cela fait partie des machines agricoles. C'est presque comme quelque chose que je vais user. Alors, comme l'herbicide, le logiciel est presque quelque chose comme les herbicides. Comme ça, dans notre logique, c'est plutôt quelque chose, on se base plutôt sur un modèle de paiement permanent.
Et si on a la possibilité de reconnaître les mauvaises herbes spécialisées, il faut que quelqu'un puisse participer. Et peut-être, et il est très clair que ce produit change et que la performance du produit change. Si je pense à votre système de caméra, je peux, par exemple, promettre l'entreprise, je peux peut-être persuader une entreprise de me persuader que je vais pouvoir utiliser ce produit dans 2 ans dans l'ensemble de mes champs. Par exemple, je ne vais pas uniquement payer pour une culture spécialisée avec laquelle je ne travaille que rarement. Et je pense de ce point de vue, les modèles de prix qui sont en train de naître, où on observe qui fait quoi, là, ce sont des modèles plutôt intéressants. Mais bon, il y a des systèmes que j'achète et que j'utilise. Et sinon, je pense qu'il y aura une amélioration au fur et à mesure et ça ne serait pas une bonne idée d'acheter un système. Aujourd'hui, par exemple, il ne faut pas acheter une voiture électrique parce qu'il y a des améliorations permanentes. Dans 10 ans, il faut acheter une telle voiture, mais il faut quand même que ce soit abordable pour l'agriculteur. Si l'agriculteur doit dépenser 50 000 pour un système de caméra et si je dois acheter en plus des conseils, je ne sais pas combien de personnes vont se payer cela. Bon, j'espère que les personnes vont calculer cela et si ces personnes calculent qu'ils vont économiser 160 euros, qu'ils vont je ne sais pas, ils vont voir qu'il y a des économies de 30 000 euros rien que pour les betteraves. Et si c'est comme ça, donc là, je pense qu'on pourra déjà, indépendamment du producteur et du produit, on voit déjà que c'est possible. Est-ce qu'on n'a pas un catalyseur en Europe qui va accélérer cela, le Green Deal? Alors, il faudra certainement voir la base, mais je crois que c'est un vraiment catalyseur pour favoriser ces économies. C'est sûr. Je ne sais pas, il faut savoir comment interpréter 50% d'économie. Et l'accord de coalition en Allemagne va dans le même sens. C'est-à-dire, il y a des subsides pour les techniques d'application, pour la numérisation, etc. Et je pense qu'il y a certainement là un certain effet de catalyseur. Ou, si je reformule la question, est-ce que l'Europe est le marché où il y a le plus large champ d'application, ou est-ce qu'il y a d'autres marchés où le potentiel d'application de ces techniques est encore plus important? Je dirais les cultures pures sont bien sûr beaucoup plus représentées en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Là, il y a des champs énormes d'application. En Europe, je dirais, c'est plutôt l'Europe de l'Est parce que les superficies sont beaucoup plus grandes. Mais en Allemagne de l'Est, nous avons également des exploitations énormes, beaucoup de betteraves, de maïs. Ce sont des cultures intéressantes où nous pouvons commencer. Donc, je vois déjà l'existence d'un marché important en Europe, mais bien sûr, au Brésil et en Amérique, les marchés sont encore plus intéressants. Pendant les dernières années, on a
eu, eu cette différenciation. C'est donc le thème de la reconnaissance entre le brun et le vert, et ça vient des domaines de techniques de semi-monogrène et bien sûr, c'est censé de travailler dans des domaines avec notre technique de pulvérisation. Par contre, le domaine vert, là, nous voyons que le niveau est très différent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a une pulvérisation localisée qui va tuer juste les mauvaises herbes qu'il faut tuer. Mais bon, là, il faut encore beaucoup d'informations et des exemples. C'est justement ce procédé dont on a parlé. Alors, où est-ce que ça fait du sens par exemple, les betteraves, et là, il faut un certain taux, il faut accepter un certain taux d'erreur. Là, on a parlé de 50%. Et ça, là, nous avons besoin de formation. Tout à fait. Tout à fait. Je le répète encore une fois, sans conseil agronome qui donne de la sécurité et qui assume une certaine responsabilité parce qu'il y a des recommandations claires et nettes. Alors, sans cela, ça sera difficile de placer un tel système dans le marché. Et là, il y a certainement énormément d'insécurité et de déception. La mise à disposition de conseils, c'est un thème tout à fait important. Et après avoir parlé avec des agriculteurs qui ont testé cela pour nous, j'ai eu des échos assez positifs. Bien sûr, il y a aussi des critiques, mais je dirais que 50% des agriculteurs auraient acheté cela, ce qui est quelque chose c'est une valeur très bonne pour un produit tout à fait nouveau. La question de l'achat ne dépend pas uniquement des économies actuelles, mais parfois nous sommes peut-être forcés d'utiliser de tels systèmes, même si ce n'est pas encore économique, mais ça deviendra économique. Par exemple, est-ce que peut-être à l'avenir, on admettra et donnera la permission et l'autorisation d'utiliser certains produits uniquement avec la pulvérisation localisée. Au Brésil, il n'y a aucune pression politique et néanmoins, il y a une forte demande. C'est quand même des réflexions économiques qui sont à la base de l'achat. Ce qui me montre que, bien sûr, c'est un grand avantage si la politique demande et favorise de tels procédés, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant sur le plan financier pour les agriculteurs qui n'ont pas de soutien de la part de la politique, même si on vient d'investir beaucoup. J'aimerais bien parler d'autre chose, la reconnaissance de monoculture. Alors, les herbes, vous avez dit que vous avez mis l'accent sur les mauvaises herbes problématiques et sur les herbes. Est-ce que la résolution est assez forte pour reconnaître un vulpin des champs? Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je suis déjà optimiste. Mais nous n'avons pas fait assez de tests. Nous sommes en train de les faire. Le vulpin des champs constitue un problème, surtout en Angleterre. C'est la raison pour laquelle on regarde en Angleterre comment la situation se présente. Mais je suis optimiste parce que
il ne faut pas le reconnaître tout de suite et traiter tout de suite, mais je peux faire la collecte des données et donner des recommandations après. Le vulpin des champs, disons, les experts pour cette mauvaise herbe m'ont dit qu'il vaut mieux faire une cartographie, c'est-à-dire je ne vais pas pulvériser ou je vais peut-être pulvériser déjà les dicotylédones et après je vais faire collecter des informations par rapport aux vulpins des champs. Alors là, il faut s'habituer à cela. Bon, je ne peux pas vous dire tous les détails, mais c'est complexe. C'est assez complexe et c'est à la limite de ce qui est techniquement faisable. Comme je vous ai dit, avoir une résolution qui reconnaît un grain de riz et dans le semi-direct, donc là, on a un problème et c'est justement vrai pour le vulpin des champs. On a parlé de la caméra. On a la caméra soit par drone, soit sur le pulvérisateur. Alors, dans quelle mesure on essaye d'observer déjà la plante de culture et de reconnaître de manière très précoce déjà les insectes, les parasites ou des champignons? Alors ça, c'est certainement une question importante. Il y a déjà des applications grâce aux drones. C'est une application classique du drone. Je crois que nous n'avons pas la capacité de couvrir tout cela si tu parles de l'entomologie et de la pathologie, mais bien sûr, c'est un thème important. Nous avons dit, d'accord, le drone, il existe bel et bien et peut être utilisé pour reconnaître des parasites, des insectes. Bon, ça existe déjà, même si ce n'est pas encore utilisé dans une large mesure. Alors, chez nous, il y a beaucoup d'idées de ce qu'on peut faire avec. Bien sûr, ça coûte de l'argent et du temps pour le développement. Et justement, nous luttons avec les problèmes dont Théo a parlé déjà. Alors déjà, de voir la taille des plantes, le stade de croissance et là, j'aurais peut-être, si j'ai la possibilité de mesurer tout cela, cela va m'aider si je veux apporter des engrais. Alors, les fongicides, ça c'est difficile de les appliquer au bon moment. Alors là, et je peux renvoyer aux collègues de Xavio qui font des traitements prévisionnels contre les champignons. Donc, avec les fongicides, c'est difficile. Avec les fongicides, c'est aussi difficile. Mais, par exemple, il y a le dorifère qui se cache dès qu'on voit déjà les traces où il va attaquer la feuille. Là, c'est trop tard. Mais là, je vois qu'il faut
mettre en place une gestion d'engrais. Mais si on regarde les pathogènes, si on regarde depuis le haut, je pense que c'est tardif d'appliquer un traitement si je vois déjà quelque chose. Bon, ça, c'est peut-être pas la force de la caméra de reconnaître cela. Mais pour la plupart alors la rouille, par exemple, alors là, c'est difficile d'attendre un diagnostic de caméra. Ce n'est certainement pas une bonne solution. Si vous voyez cela depuis le haut, c'est trop tard. Ça dépend certainement du cas. Par exemple, si on prend les betteraves, ça serait censé d'utiliser la caméra. Mais il faut déjà avoir de tout petits symptômes et donc si je vois des petits bulles, normalement on regarde les feuilles et s'il y a des attaques de cela, ça pose déjà un problème. Et dans ce cas-là, on a des sérieux problèmes d'arrêter cela dans les champs. Mais si je peux saisir la densité des plantes, je peux déjà prendre cela comme base de modélisation pour appliquer des fongicides. Et en plus, si j'ai des données météorologiques, cela va m'aider pour savoir quand appliquer un traitement avec des fongicides. Ce sont donc des paramètres qui me donnent quand même une bonne qualité prévisionnelle. Mais bien sûr, je suis en concurrence avec les appareils beaucoup plus simples. Il y a des capteurs N qui sont disponibles à un prix beaucoup plus avantageux. Alors, il faut faire la distinction entre les données qui peuvent être saisies de toute façon et les données qu'il faut saisir de manière spéciale. Alors, il faut savoir, par exemple, la carte de l'application de l'engrais ou de l'irrigation. Ça, ce n'est pas difficile à élaboré dans la programmation. Ça, c'est simple à faire. Par contre, si, par exemple, si je veux entraîner le système à reconnaître des dommages sur la plante, il faut savoir comment reconnaître ces symptômes et quel est le bénéfice, et il en découle rapidement. Est-ce que ça vaut la peine de faire un développement dans ce domaine ou est-ce qu'il y a des procédés beaucoup plus simples? Ou en d'autres mots, nous avons commencé avec la question de savoir si la caméra va remplacer l'œil. Je crois que la réponse est devenue très claire déjà. La caméra va élargir les capacités de l'œil humain. Il y aura plusieurs données, plus d'informations, mais bien sûr, cela ne pourra pas remplacer une inspection réelle dans le champ. Ça peut devenir plus efficace si on dit, par exemple, il y a des tâches et on pourra se rendre sur place. Ça sera dirigé, pour ainsi dire, et donc ça sera beaucoup plus ciblé. Si j'ai évalue les données après une traversée de champ ou si je vais regarder déjà comme ça
Alors, ce n'est pas important, mais ça sera beaucoup plus ciblé et les heures passées dans le champ sont beaucoup plus efficaces. Je suis d'accord avec vous. Alors, tout d'abord, on peut faire un diagnostic du champ et si tu connais le champ, tu vas certainement te rendre aux endroits qui ont déjà posé des problèmes par le passé. Mais ce sont des données qui sont un réel outil pour progresser. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut remplacer l'œil humain? Une technologie comme nous l'avons bien sûr sur les pulvérisateurs, ça serait comme un agriculteur qui joue comme sur un piano et qui poursuit chacune des clés. Alors, ça, c'est autre chose d'utilisation. Mais bon, je suis d'accord. Il faut quelqu'un qui regarde et qui fasse l'inspection du champ. Alors, si le conducteur, je crois que l'œil numérique sera d'autant plus précieux puisque souvent ce n'est pas l'agriculteur qui sera le conducteur du tracteur. Alors, plus j'ai des données historiques, j'ai la possibilité de faire des inspections ciblées sur le champ parce que cela me donne la possibilité d'identifier les endroits problématiques et j'ai toutes les données du passé et j'ai la possibilité de procéder à des prévisions et de faire des pronostics. À long terme, je pense, donc à partir de 2030, on aura la possibilité de remplacer peut-être cela. Il faut prendre en considération un aspect, à savoir, je ne pense pas que la caméra puisse remplacer l'œil humain. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus de personnes qui savent donc jouer au piano, comme vous l'avez dit, donc utiliser les machines. Donc, il faut pouvoir donc vraiment collecter des données et les analyser après. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc oui, et en ce qui concerne l'utilisation des données historiques, chez nous aussi, Georges, on s'est posé la question. On s'est dit qu'on veut sauvegarder les données de machines dans le cloud et après voir donc comment ils sont liés dans le cloud et utiliser ces connaissances pour les machines. À l'heure actuelle, on n'a peut-être pas encore assez de données, mais il va falloir le faire à l'avenir. Donc, à l'avenir, on aura peut-être moins de conducteurs qui connaissent bien le système. Oui, ça s'est vraiment vite passé. Donc, cette discussion est tellement profonde. J'aimerais bien finir donc avec une question pour chacun d'entre vous. Pourriez-vous peut-être répondre à ces questions de manière très courte, 2-3 phrases. Quand est-ce qu'on aura donc quand est-ce que ces technologies seront répandues dans le champ? Voilà, je crois que là, il faut vraiment différencier. Si on dit donc brun, vert, et si je pense à l'Australie, le Kazakhstan, les parties de la Russie, donc là, si on utilise, donc si on a des applications avant le semis sur les chaumes, là, je crois que dans les 5 années à venir, il y aura peut-être donc 20 à 30% des pulvérisateurs qui seront équipés. En Europe, c'est peut-être différent.
pour les cultures en rang, les betteraves par exemple, où il faut aussi prendre des mesures plutôt coûteuses. Ben, si ça fonctionne, on aura peut-être dans les 5 années à venir aussi 20-30% des machines qui seront équipées. Pour le maïs, je ne sais pas encore. Ça dépend aussi donc de la volonté, des tendances politiques et sociales. Donc, en ce qui concerne la détection des mauvaises herbes et de les éliminer donc de manière localisée, pour cela, il faut encore calculer 15 années au moins. Donc voilà, les tâches encore plus petites que le demi-mètre. Oui, je suis d'accord, mais c'est peut-être même pas nécessaire. Ça sera peut-être, sera fait par des robots peut-être. Oui, ce mois, on a donc livré nos premières boîtes en série. J'espère qu'on va pouvoir donc atteindre ces pourcentages que vous venez de mentionner. Et si je pense peut-être au moins en Europe, à l'Europe, que plutôt aux États-Unis, je crois là, on aurait peut-être 50% ou plus. Et je crois que ça va se passer de manière assez vite si donc le seuil initial est dépassé une fois. Oui, je crois que c'est donc pour les rotations de culture, c'est intéressant. Et je crois que le seuil va être dépassé. Donc, si on passe des cultures en rang aux cultures en superficielles, donc on a donc beaucoup d'herbes comme les céréales, comme le blé, l'orge, qui ne peuvent pas être cultivées en rang avec les technologies actuelles. Donc, lorsqu'on a donc les premières rotations en culture, où on peut utiliser ce système, ça serait intéressant. Ou si donc la politique prend des mesures dans cette direction, ça va peut-être aller plus vite. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Donc, cette technique, après avoir donc dépassé un seuil initial, je crois aussi que cette technologie va être utilisée très vite, notamment sur les exploitations, les grandes exploitations en Europe, par exemple, puisque les structures sont en train de changer. Et lorsqu'on a donc encore plus de rotation de culture, on voit déjà que les agriculteurs à l'heure actuelle, n'utilisent que des petits échantillons. Et donc, lorsqu'ils peuvent utiliser des données complètes pour une grande quantité de données, ça serait évidemment très bien pour eux. Donc, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Oui, vous voyez alors qu'on a donc une estimation assez réaliste, des pronostics assez réalistes de l'avenir. Donc, je crois qu'en maintenant on a donc on sait à quoi on peut s'attendre. Donc, merci à tout le monde pour cette discussion fascinante. Je suis sûre que voilà. Il y aura encore des questions du public. N'hésitez pas à nous contacter, surtout aussi dans les prochaines journées. On est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, merci pour votre participation. Demain, on commence à 10 heures, ici, même endroit, avec une discussion économique sur la rotation des cultures. Merci beaucoup.